Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde consacré à l'élection présidentielle du Burkina Faso de ce dimanche 22 novembre 2020. Je suis actuellement à Ouagadougou, plus précisément au sein de la RTB, la radiodiffusion-télévision du Burkina. 13 candidats se présentent donc à cette élection. Il s'agit de Barry Tahirou du MCR, de Diabré Zéphérin de l'UPC, de Farama Segui Ambroise de l'OPA-BF, de Kaboré Rochmark Christian du MPP, de Kamieli Monique du MRB, de Komboigo Wenvenem Eddy Constance Hyacinthe du CDP, de Ouedraogo Ablacé le Faso Autrement, Ouedraogo Gilbert Noël de Bonne-Espérance de l'ADF RDA, de Ouedraogo Cadré Désiré de Agir Ensemble, de Sessouma Kiendoro Do Pascal, de Vision Burkina, de Soma Abdoulaye, du mouvement Soleil d'Avenir, de Tassembendo Claude Aimé, indépendant, et de Zida Yacouba Isaac, du MPS. Je vous propose d'aller à la rencontre des 4 principaux candidats de cette élection. Gilbert Ouedraogo, bonjour. Bonjour madame. Et merci de nous recevoir. Vous êtes le candidat de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, l'ADF-RDA, l'ancien parti unique au pouvoir, il faut le préciser. Comment s'est déroulée votre campagne électorale ? Ma campagne électorale se déroule très bien. Comme vous l'avez rappelé, notre parti, c'est le RDA du Burkina Faso. Et nous avons coutume de le rappeler, c'est le père de tous les partis politiques. C'est un parti qui a été créé en 1946 au bord du Yoliba. Et c'est ce parti qui nous a permis d'accéder aux indépendances aujourd'hui dans notre pays, le Burkina Faso. Et donc, sur les 4 républiques que compte notre pays, dans notre histoire politique, le RDA a été à 3 reprises au pouvoir au Burkina Faso. Et donc, nous sommes bien connus sur l'ensemble du territoire et nous avons des militants très engagés et qui sont sur le terrain. En 2015, vous avez tenté pour la première fois de vous présenter, mais le Conseil constitutionnel a invalidé votre candidature et celle de tous ceux qui ont soutenu le projet de modification constitutionnelle de Blaise Compaoré. Alors, dans quel état d'esprit abordez-vous cette élection en pensant à ce qui s'est passé en 2015 ? Est-ce qu'il y a une revanche ? Non, pas du tout, parce que 2015, nous avons effectivement présenté notre candidature. Et à l'époque, notre candidature a été invalidée sur la base d'une loi unique appelée une loi d'exclusion. D'ailleurs, en son temps, les juges avaient été saisis au niveau de la CEDEAO et les juges avaient demandé au gouvernement burkinabé, une décision avait été rendue disant de revoir la loi pour permettre donc à tous les Burkinabés de participer à ces élections, car en fait, il appartenait au peuple de choisir librement ses dirigeants. Cela n'a pas été fait, mais à l'époque, justement étant un parti de paix, notre devise c'est la paix, la liberté et la justice, nous avons pris acte de la décision du Conseil constitutionnel. Parce que nous avions dit que 5 ans, ça ne représentait rien dans la vie d'une nation. Et aujourd'hui, donc, voilà que ces 5 années sont passées et que je suis candidat à cette élection pour l'unité. Vous parlez souvent de rupture dans vos discours et votre programme s'articule autour de 4 grands chantiers, la sécurité, la santé, l'éducation et l'emploi. Mais quels sont les changements majeurs que vous souhaitez apporter dans ces différents domaines ? Oui, je parle de rupture, je parle de rassemblement, de rupture et de nouvel espoir parce que je suis convaincu qu'il faut faire les choses autrement pour obtenir un résultat différent. Et cette rupture, donc, justement, dans les différents chantiers que vous venez de citer, il y a d'abord la sécurité. Et au niveau de la sécurité, je vais faire en sorte, en tout cas, de pouvoir retrouver l'ensemble de notre territoire aujourd'hui. Parce qu'actuellement, on peut dire qu'une partie de notre territoire n'est plus sous notre contrôle. Et il faudrait travailler à réinstaller les personnes déplacées. Nous avons plus d'1 million de personnes déplacées à l'intérieur du territoire et il faudrait travailler à réinstaller ces personnes déplacées dans leur village d'origine en toute sécurité et en toute dignité. Également aussi, nous travaillerons à mettre fin à toutes les exactions et à toutes les violations de droits humains.
Sur le volet sécuritaire, nous voulons agir sur 3 points précis, à savoir d'abord sur le plan de la prévention. Au niveau de la prévention, il s'agirait de renforcer le renseignement, également de travailler à faire en sorte qu'on puisse impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la lutte contre le terrorisme. Il s'agirait également de faire un développement harmonisé donc, de notre territoire à travers des plans qui permettraient donc d'avoir un minimum d'infrastructures, de présence de l'État sur l'ensemble du territoire national. Pour vous, le terrorisme, en tout cas la cause principale est la défaillance de l'État sur l'intégralité du territoire burkinabé? Il y a une partie de cela, mais il y a aussi, donc je disais qu'il y avait l'aspect prévention, mais il y a également aussi l'aspect opérationnel. À ce niveau, il faudrait travailler à renforcer nos forces de défense et de sécurité, à renforcer leur formation et leur doter de tout ce qui est nécessaire pour leur permettre donc de sécuriser notre territoire. Je prévois également de pouvoir reprendre la formation militaire pour les jeunes de 18 ans et plus qui sont aptes à cette formation militaire. Quoi, comme un service militaire? Comme un service militaire, et ces personnes pourraient être constituées par la suite une réserve citoyenne. Également, toujours sur la question de la sécurité, mais ça a déjà été proposé. Diplomatique. Ça a déjà été proposé par le président sortant, Marc Kaboré, en fait, cette réserve citoyenne. En réalité, tout cela est parti d'une déclaration justement qu'en tant que président de la DFRDA, j'ai eu à faire en 2018 suite à l'attaque de Koutoukou, où j'avais proposé un certain nombre de choses qui ont été prises en compte, mais pas totalement bien prises en compte. J'avais fait 3 propositions principales. La première des propositions, c'était de renoncer à la subvention de l'État pour les partis politiques qui étaient de 500 millions de francs CFA. Et cela n'a pas été fait, mais moi, j'ai renoncé à la subvention de notre parti politique qui était de 19 300 000 francs que nous avons voulu affecter aux forces de défense et de sécurité. Deuxième proposition, c'était de pouvoir créer une réserve citoyenne à travers des volontaires. Troisième proposition portait sur les éléments économiques, c'est-à-dire que le calcul de la pension. Nous avons proposé que pour le capital décès, on puisse majorer de 2 grades, 2 échelons, pour calculer donc la pension qui reviendrait aux personnes décédées. Là, le pouvoir en place a majoré d'1 grade, mais pas de 2 grades. Et donc, une fois élu à Kosiam, je mettrai en application toutes ces idées. En mars 2015, quelques mois après l'insurrection populaire et avant l'élection présidentielle à laquelle vous n'avez pas pu participer, vous avez fait une tournée dans le pays afin de présenter vos excuses aux victimes des violences ainsi qu'aux autorités coutumières et religieuses. Pour quelles raisons? Oui, j'ai fait cette tournée parce que je pensais qu'il fallait trouver une formule qui permette aux filles et aux fils du Burkina Faso de se réconcilier. J'ai été un acteur donc, à cette période et j'ai estimé qu'il était important que j'aille vers les dépositaires de notre coutume et vers les citoyens pour faire cette demande et cet acte de pardon. C'est un aveu de culpabilité, de responsabilité dans ce qui s'est passé? Une responsabilité parce que j'estime, et je l'ai dit publiquement, que ce qui est arrivé pour moi au Burkina Faso était un échec de toute la classe politique, car les gens ne se sont pas assumés. Je pense que si les hommes politiques, la classe politique avait été responsable, nous ne serions pas arrivés à cette situation. Et pour moi, chaque fois qu'on arrive à une situation pareille, c'est parce qu'il y a eu... chacun n'a pas assumé sa responsabilité. Et j'ai ma part de responsabilité que j'ai reconnue. Et j'ai dit, faisons en sorte qu'il n'y ait plus jamais ça dans notre pays, le Burkina Faso. Et lorsque j'ai fait ma tournée de pardon, j'ai rencontré un des rois, paix à son âme, qui n'est plus là, le roi de Tenkodogo, qui m'a dit, vous savez, la démarche que vous faites est tellement empreinte de solennité et de force, car pour demander pardon, il faut connaître la valeur du pardon. Et pour accepter le pardon également, il faut connaître la valeur du pardon. Quand on ne connaît pas la valeur du pardon, on pense qu'on est au-dessus de ceux qui peuvent demander pardon, ou on pense qu'on ne peut pas accorder le pardon. Et c'était une démarche qui avait une force et qui a été saluée unanimement sur l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, après moi, là également, comme vous le disiez tantôt, à la queue leu, beaucoup ont demandé pardon par la suite, y compris le président actuel. Alors jeudi, votre parti ne compte que 3 élus qui siègent aux côtés de l'opposition.
On peut dire que vous avez perdu du terrain, rappelant que l'ADF-RDA était devenue la deuxième force politique du pays au début des années 2000, en soutenant la candidature de Blaise Compaoré en 2005 et en 2010. Cela peut-il constituer un handicap pour 2020 ? Non, pas du tout. Cela ne constitue pas un handicap pour 2020. D'abord, comme vous l'avez rappelé, nous avons 3 députés. Mais nous voulons dire que ces 3 députés, nous les avons acquis avec une force de conviction et une résilience et une résistance. Parce que rappelez-vous qu'à cette époque, tous nos anciens députés sortants ont été invalidés. À 2 semaines des élections, il a fallu remplacer nos listes par de nouvelles personnes qui n'avaient jamais dirigé une liste électorale. Et malgré cela, nous avons eu 3 députés à l'Assemblée nationale. Cependant, d'autres partis qui étaient à l'avant-garde de l'insurrection n'ont même pas eu un seul député à l'Assemblée nationale. C'est dit vraiment que le RDA est dans le cœur des gens. Parce que nous avons présenté des gens qui n'ont même pas battu campagne. Parce que nous étions aussi dans un contexte où se mouvoir même sur l'ensemble du territoire posait problème pour la sécurité des uns et des autres. Mais malgré tout cela, nous avons eu 3 élus. Et ces 3 élus sont venus de la capitale économique et également aussi de la région du Nord. Et ce sont des zones où nous avons toujours eu des élus. C'est donc dit que nous sommes véritablement ancrés dans le cœur et l'esprit des Burkinabés. Mais ça, est-ce que ce n'est pas plus dû justement à votre ancienneté, au fait que vous avez été le parti unique ? Non, pas du tout. C'est ce qui montrait plutôt que ce parti-là était aimé. Parce que nous repartons chaque fois de nouvelles élections et présenter donc de nouveaux candidats à 2 semaines d'une élection et que ceux-ci soient élus. Et aujourd'hui, notre parti va à des élections présidentielles et les résultats seront là pour vous montrer que nous sommes plus que jamais ancrés dans le cœur des Burkinabés. Vous êtes le président du réseau libéral africain et vice-président de l'Internationale libérale. Que signifie être libéral en Afrique au regard de nombreuses attentes des populations, surtout d'ordre social? Oui, mais le libéralisme n'est pas contre les attentes d'ordre social. Comme aime le dit la présidente de l'Internationale libérale, les libéraux aussi ont leur cœur à gauche. Le cœur des libéraux bat à gauche. Ce n'est pas un monopole d'avoir le cœur qui bat à gauche. Ça, c'est la constitution humaine et notre nature humaine qui fait que notre cœur est à gauche. Donc, partant de là, nous avons en Afrique adapté le libéralisme aux valeurs africaines. Parce que le libéralisme, c'est la liberté d'expression, c'est la tolérance, mais c'est également aussi une répartition équitable des ressources. Et nous parlons, pour ce qui est de notre parti, de libéralisme solidaire. Et donc, cette solidarité est une valeur africaine qui s'intègre parfaitement dans les valeurs du libéralisme. Ce qui fait que en Afrique, nous sommes tout à fait à l'aise et partout où nous avons des régimes libéraux en Afrique, vous voyez bien que ces régimes font de grands investissements et apportent à leur peuple. Et tout le monde reconnaît la part du libéralisme. Un exemple concret ? Vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, vous avez également aussi en Afrique de l'Est, nous avons des libéraux au pouvoir et partout où les libéraux sont au pouvoir, ils ont apporté quelque chose à leur pays en termes de développement, en termes de résolution des questions sociales. En plus, le problème, c'est que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, qui se réclament être des sociodémocrates, des socialistes, ne font qu'appliquer des politiques libérales. Mais elles les appliquent mal puisque ce ne sont pas des libéraux. C'est la raison pour laquelle nous disons qu'il faut que les libéraux prennent le pouvoir pour mieux mettre en œuvre ces politiques libérales. Merci beaucoup, Monsieur Gilbert Ouédraogo, de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie. Ce fut un plaisir. Eddy Komboigo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat du Congrès pour la démocratie et le progrès, le CDP, ancien parti au pouvoir sous la présidence de M. Blaise Compaoré. Comment s'est déroulée votre campagne électorale? Avant tout propos, je tiens à vous remercier, la RTI, qui nous rappelle la Côte d'Ivoire, également pays hôte de Blaise Compaoré, notre président d'honneur. Et je voudrais dire un mot particulier au président Ouattara. Un simple merci. Merci de l'avoir accueilli. Merci de prendre soin de lui. Ceci dit, vous parlez des élections.
nous abordons la campagne avec beaucoup de sérénité. Vous avez été désigné par les instances du CDP avec 133 voix contre 21 pour votre rival, Yaya Zoungarna. Mais vous n'étiez pas parmi les barons du parti. Vous n'avez pas occupé de poste à haute responsabilité dans l'exécutif. Qu'est-ce qui justifie cette ascension? L'histoire récente de notre pays, nous pouvons être militants du parti sans être aux avant-postes, mais non moins importants. Nous avons subi en 2014 l'insurrection provoquant le départ de notre président d'honneur. Il n'a pas voulu que l'armée tire sur la population, n'a pas voulu que le sang coule, et qui a voulu laisser faire. Le pouvoir a été pris par les rues et ceux qui ont comploté contre son départ, pour son départ plutôt, ont souhaité la mort définitive du parti. Mais nous nous sommes retrouvés en tant que jeunes députés et la direction du parti également, quelques-uns s'organisaient. Et nous avons mis les forces ensemble pour redonner vie à notre parti. Ainsi, le CDP renaît de ses cendres. Mais vous avez dit à l'instant ceux qui ont comploté contre l'ancien président Blaise Compaoré. Vous pensez à qui? De qui pensez-vous? Ceux qui gouvernent actuellement, nécessairement. Puisque voyez-vous, le CDP a une histoire. Ceux qui nous gouvernent actuellement ont dirigé le CDP. Ils sont même les initiateurs de la modification de l'article 37. C'était la raison fondamentale qui a mené le départ du président Compaoré, qui lui-même n'en demandait pas plus. Voyez-vous, la modification de l'article 37 était une disposition légale. La majorité ancienne avait voulu user de son droit le plus absolu, un droit constitutionnel. Mais la population, une frange de la population était opposée. Entre la légalité et la légitimité, il semble que ce n'était pas légitime. Il a préféré partir. Mais tant mieux, on tire les leçons. Donc vous voulez nous dire que le président sortant, Roch Kaboré, fait partie des initiateurs de cette modification constitutionnelle? Il n'est pas seul. Il y a également Simon Compaoré et il y a le regretté Salifou Diallo. Mais enfin, c'était des amis entre eux. Et nous, plus jeunes, nous aurions voulu que cela se passe autrement. Que ça se passe par le dialogue, par la force de l'argument et surtout en demandant l'avis du peuple, puisque c'était une consultation constitutionnelle, une consultation du peuple. Malheureusement, ça s'est passé autrement, ça s'est passé dans les rues. Mais le peuple a parlé. Peut-être pas dans les urnes, mais dans la rue. Mais disons quel peuple? Voyez-vous, la meilleure manière de laisser le peuple s'exprimer, c'est de l'envoyer dans les urnes. Voyez-vous, c'est le même peuple. Si vous voyez une frange de ce peuple qui est sorti et qui était abusé, qui est sorti et qui nous a fait perdre le pouvoir, c'est le même peuple qui revient aujourd'hui, maintenant désabusé, et a les yeux ouverts, qui nous demande de revenir au pouvoir. Et nous sommes certains qu'au soir du 22 novembre, vous entendrez le nom d'Edi Komboigo. L'ancien président Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir après les événements de 2014, mais son ombre plane encore sur cette élection. Pour preuve, on en parle depuis tout à l'heure, et sur la gouvernance même du Burkina Faso de manière générale. Comment l'expliquez-vous? C'est pourquoi il faut nuancer votre terme chasser. Il a démissionné pour éviter un bain de sang à son pays. S'il est aussi réclamé et que son nom plane toujours, c'est qu'il est autant aimé par le même peuple burkinabé. Je n'ai pas dit qu'il ne fait pas l'unanimité partout, personne n'en fait de l'unanimité. Il a ses qualités et ses défauts, mais il reste un homme, un humain. Il a gouverné le pays pendant 27 ans. Il a fait les plus grands projets du pays. Un homme qui est beaucoup intervenu pour
que la paix revienne dans la sous-région, notamment en Côte d'Ivoire, au Togo et ailleurs. Vous le savez bien, il était le pacificateur, l'homme, le médiateur. Et je pense que sa mémoire planera toujours au Burkina Faso, mais pas seulement au Burkina Faso, dans la sous-région et dans le monde. L'insécurité et la réconciliation nationale semblent être vos priorités. Selon vous, le développement du Burkina Faso doit d'abord passer par la réconciliation de tous les fils et les filles du pays. Que comptez-vous faire très concrètement pour y parvenir? Nous avons dit, la première des priorités dans notre programme, nous avons 21 priorités. La première, c'est la réconciliation nationale. Pour aboutir à la paix, vous ne pouvez pas diriger un pays, gouverner un pays, retrouver la paix, un pays en proie de guerre, dans la fissure sociale, où les politiques se regardent en chien de faïence, où les populations se méfient l'une de l'autre, où on tente de stigmatiser certaines ethnies. Conséquence d'ailleurs de cette guerre, où certaines religions sont prises à partie. Voyez-vous, il faudrait que l'on se parle, en frères et sœurs, que l'on se parle courageusement, que l'on se dise la vérité sur notre histoire, qui est notre histoire qu'il faut assumer depuis les années 60 jusqu'à nos jours, et que l'on se pardonne mutuellement afin de construire l'unité nationale et regarder l'avenir avec espérance et redonner de l'espoir à nos populations. Votre parti a connu une guerre fratricide entre vous, président du parti, et Kadri Désiré Ouédraogo, ancien Premier ministre et ancien président de la commission de la CEDEAO, avant sa démission du parti. Que reste-t-il des traces de cet affrontement politique et judiciaire? Non, notre parti n'a pas connu une guerre fratricide. Notre parti a connu un débat, une évolution, un débat, une contradiction interne. Voyez-vous, je n'ai jamais eu à discuter, si je vous le dis, réellement avec Kadri Désiré Ouédraogo pendant 1 heure de temps sur la vie de notre parti. Ça va vous étonner. Et pourtant, je crois que ceux qui ont poussé l'ex-camarade, faut-il continuer de dire, peut-être l'appeler ainsi, Kadri Désiré Ouédraogo, qui a ses qualités, outre mesure. Nous aurions voulu que s'il y avait des contradictions, qu'elles se résolvent au sein du parti, selon nos statuts, nos règlements intérieurs. Malheureusement, d'aucuns l'ont pris autrement et ont souhaité en parler hors du parti, ce qui nous a amenés à prendre nos responsabilités. Nous nous retrouvons au sein du cadre de concertation du chef de file de l'opposition. Nous avons signé un accord politique qui nous permet d'être candidats et de soutenir le meilleur. Et bien, si Kadri Désiré Ouédraogo était le meilleur, Eddie Komboigo le soutiendra. Et je pense que vice-versa. La vie continue. Ce qui est essentiel, madame, c'est l'intérêt supérieur de notre peuple. C'est l'intérêt supérieur de la nation. C'est ça, sur les intérêts égoïstes, individuels. Donc vous êtes prêt à accepter un rapprochement avec Kadri Désiré Ouédraogo, voire vous réconcilier, puisqu'on vous dit fâché. Je ne me suis jamais bagarré avec Kadri Désiré Ouédraogo. Demandez-lui s'il a été sanctionné. Nous avons sanctionné des militants qui ont posé des actes d'indiscipline caractérisés et qu'il a préféré démissionner par solidarité. Il n'a jamais reçu une sanction venant du président Eddie Komboigo. Alors, marginalisé après l'insurrection, votre parti a dû trouver sa place au sein de l'opposition politique. Et le 29 septembre 2018, des milliers de manifestants sont descendus dans les rues à l'appel de plusieurs organisations de la société civile et des partis de l'opposition, dont le CDP, pour dénoncer une mauvaise gestion du pays. Y a-t-il une alliance qui se dessine au sein de l'opposition, ou est-ce juste des alliances de circonstances, comme on voit souvent en politique, avec les autres partis d'opposition, notamment Zéphérin Diabré? Mais certainement que nous sommes ensemble. J'ai pesé de tout mon poids pour que le CDP adhère au cadre de concertation du chef de l'opposition. Vous savez, sur le plan constitutionnel et juridiquement, la Constitution ne reconnaît que le chef de file de l'opposition.
mais avec son intelligence, il a voulu créer un cadre de concertation et libre à chaque parti, se disant l'opposition, d'adhérer. Nous avons vu naître ces derniers mois une organisation, une opposition non affiliée. Ils appellent ONA, mais nous sommes affiliés au cadre de concertation. Nous avons beaucoup parlé, nous avons réfléchi, nous avons dit qu'il était bon que nous mettions nos forces ensemble pour pouvoir combattre le régime actuel qui ne répond pas aux attentes des populations, qui appauvrit davantage. Quand vous regardez les agrégats macroéconomiques, on ne respecte aucun. Quand vous regardez les agrégats de l'UEMOA, de la CEDEAO, nous ne respectons aucun. Quand vous regardez le budget de l'État, nous sommes en déficit continu. Le budget en recette de 1500 milliards est resté statique depuis 2014. Alors que les dépenses ne font que s'augmenter, nous ne pouvons pas avoir des revenus et investir aller dans des investissements structurants, amenant la croissance au Burkina Faso. En fait, votre alliance, c'est tout sauf Roch Kaboré en 2020. Notre alliance, c'est de faire en sorte qu'il y ait un changement qualitatif au Burkina Faso. Nous n'avons pas d'opposition personnelle contre Roch Marc Christian Kaboré. Nous avons une opposition politique, une opposition de la manière dont on conduit les affaires de l'État. Mais une opposition politique qui est récente, puisque vous le dites vous-même, vous êtes tous issus de cette même base politique sous l'ère de Blaise Compaoré. Mais madame, je vous dis de faire la nuance ou la différence. Ce n'est pas une opposition personnelle. Vous avez dit tous sauf Roch Marc Christian Kaboré. Roch Marc Christian Kaboré est un aîné que je respecte beaucoup, qui a ses qualités, mais qui a montré ses insuffisances dans la gouvernance. Vous savez, quand vous passez des décennies à diriger et gouverner à l'Assemblée en tapant sur le maillet pour adopter des lois réfléchies et écrites par d'autres personnes, il vous passe peut-être dans la tête que vous êtes à la hauteur de gouverner un pays. Et quand vous avez l'opportunité de le faire, vous l'avez. C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon. Et cette fois-ci, le président Roch a montré qu'avec son équipe, ils ne sont pas capables de gouverner le pays dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce qui est reproché. Sinon, sur le plan relationnel et personnel, je n'ai absolument rien contre lui. Idi Kouroubago, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie d'être venu. Zéphrin Diabré, bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes le chef de file de l'opposition Oui. burkinabé, le Oui. candidat du parti de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC. Comment s'est déroulée votre campagne électorale? Jusque-là, elle se déroule, alors si je dis à merveille, c'est un peu utiliser un mot fort, mais en tout cas à ma grande satisfaction et à celle de nos militants et de nos sympathisants et électeurs. Nous sommes dans un combat. On verra bien quelle en sera l'issue le 22 novembre. Lors de votre passage, on va s'intéresser à votre programme, lors de votre passage à Dédougou, vous avez affirmé vouloir construire des tunnels afin de relier les fleuves. Des canaux. Le mot a été lapsus linguae. Donc vous avez décidé de vouloir construire des canaux qui le relieraient notamment le Burkina Faso à la mer, d'accroître les possibilités de développement économique du pays. Alors maintenant, expliquez-nous la faisabilité de ce grand chantier au plan technique et financier. Mais c'est simple. Vous avez la chance d'avoir un pays qui est irrigué par des cours d'eau et qui sont toujours viables. Nous, on en avait, mais on ne s'en est pas occupé. On avait ce qu'on appelait 3 fleuves. Sous la colonisation, on les appelait Volta Noire, Volta Rouge et Volta Blanche. On a changé les noms et ça s'appelle maintenant le Mouhoun, le Nazinon et la Nakambe. Ce sont nos fleuves à nous, historiquement, qui irriguaient notre pays. Malheureusement, on ne s'en est pas occupé. Comme on ne s'en est pas occupé, les sédiments se sont déposés, le sable s'est déposé, la poussière s'est déposée et donc ils sont bouchés. Qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? Et qu'on a besoin de ces cours-là pour irriguer le pays, on désensable. Comme le font actuellement, ou veulent le faire les Nigériens pour le fleuve Niger, comme j'entends dire qu'on le fera au Sénégal, et comme le font tous les pays qui ont cette situation-là. Et mon idée, c'est de dire qu'il faut qu'on reparte avec un effort gigantesque pour récurer ces cours d'eau-là
et donc en faire des canaux. Mais il y a une autre donne qui est importante, et c'est là où c'est important qu'on parle de la Côte d'Ivoire, puisqu'il y a une possibilité d'avoir un travail en commun avec la Côte d'Ivoire. Actuellement, dans le cadre du traité d'amitié et de coopération, nous avons des projets d'autoroute communs. C'est extraordinaire. Mais si à cela on a ajouté autre chose, quand je regarde un peu la géographie de la Côte d'Ivoire, depuis la lagune Ébrié jusqu'à la frontière du Burkina, la Comoé coule. 813 ou 814 km, jusqu'à la frontière du Burkina Faso. Si nous arrivons à rendre viables nos cours d'eau, qui vont jusqu'à la frontière du Burkina, c'est-à-dire qu'automatiquement, ils s'enchaînent avec la Comoé, et c'est comme si on avait, nous, des cours d'eau qui allaient du Burkina Faso à la mer. C'est tout simple. Le mot qui a créé polémique, qui était un lapsus lingué, c'est le mot de tunnel, que certains politiciens qui ne comprennent pas l'économie ni l'idéologie ont pris comme des sobriquets pour moquer le projet. Mais c'est tout à fait faisable. Et ce sera un projet ivoiro-burkinabé, burkinabo-ivoirien, sur lequel on va travailler, qui sera bénéfique aux deux pays. Mais vous dites ivoiro-burkinabé, vous avez déjà sollicité... Non, pas encore, mais quand je serai chef de l'État, je viendrai dans le cadre du traité d'amitié de coopération et je proposerai une idée. Et je ferai en sorte de convaincre, puisque tout le monde va y gagner. Je pense d'ailleurs qu'il y a chez vous un projet d'aménagement de la Comoé, non? Mais donc c'est sous conditionnement que mais bien entendu, mais je vais négocier. Mais sur le plan financier aussi, vous attendez une participation de l'État de Côte d'Ivoire? Ça, on verra bien. Mais ce sont des projets pour lesquels il y a tellement d'argent chez les bailleurs de fonds. Est-ce que vous savez que le problème de nos pays africains, c'est qu'on n'arrive même pas à absorber les crédits qu'on nous accorde? Moi, j'ai été dans ces institutions. Quand on est DGA du PNUD, comme je l'ai été là, et que vous partez au conseil d'administration, votre hantise, c'est de montrer que les budgets qu'on vous a donnés ont même été consommés. Et malheureusement, vous n'arrivez pas parfois à trouver des pays qui ont des projets. Des projets comme ça, qui sont des projets donc hydrauliques sur deux pays, sont des projets pour lesquels on n'aura absolument aucun problème pour trouver un financement. Comme de la même manière, pour les projets d'autoroute, on n'a absolument aucun problème pour trouver un financement. Parce que imaginez un peu l'impact en termes d'agriculture sur l'ensemble de la zone. C'est extraordinaire. Et surtout pour nous, qui sommes un pays enclavé, sec. Et je vous dis, on a commis l'erreur depuis l'indépendance de ne pas nous occuper un peu de ces cours d'eau-là, qui étaient nos fleuves. Vous saviez, vous, qu'on avait des fleuves au Burkina Faso? Eh bien, sous la colonisation, on parlait des fleuves du Burkina Faso. Ils ne sont plus là, parce qu'on a laissé la poussière entrer dedans. Moi, je vais récurer ça et en faire des canaux. Mais donc, en termes de financement, vous comptez sur les investissements, mais vous ne craignez pas d'augmenter la dette? Tout ce que nous faisons là, on fait comment? On finance par les fonds propres, par l'extérieur, mais tous les projets structurants. Quand c'est un projet structurant, on n'a pas peur de s'endetter. C'est quand ce sont des projets qui ne sont pas structurants, puisque c'est des projets qui ont des rentabilités économiques sur des générations. Quand nous faisons l'autoroute entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, on a eu l'argent où on s'est endetté. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que sur le plan économique, c'est extrêmement important pour la suite. Quand on fait les grands projets, mais bien entendu qu'on doit quelque part s'endetter en plus de ce qu'on a comme ressources propres. Mais on le fait parce que économiquement, c'est rentable. Sur le long terme, oui, bien sûr. Mais dans l'immédiat, la répercussion pour les populations? C'est de l'eau en abondance. C'est de l'eau en abondance qui va servir pour l'agriculture, pour l'irrigation, pour des cultures de grande saison. C'est extraordinaire. Sur 813 km chez vous et sur des centaines de kilomètres chez nous, est-ce qu'on peut demander mieux que ça dans cette période-là où les populations ont besoin de projets qui puissent faire en sorte que l'agriculture aille de l'avant? 14 soldats ont été tués le mercredi 11 novembre lors d'une embuscade dans le nord du Burkina Faso, en pleine campagne. Tout à fait. Vous avez fustigé le pouvoir en place qui, selon vous, n'arrive pas à combattre l'insécurité. Que proposez-vous concrètement pour mettre fin au terrorisme? D'abord, j'ai présenté mes condoléances aux familles éprouvées, des veuves qu'ils ont laissées, des orphelins. Et je le dis ici encore, toute ma compassion à tous ces gens-là. Et j'ajoute que je suis admiratif devant la bravoure de nos soldats, qui depuis 5 ans, 6 ans, donnent le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur vie, pour assurer notre sécurité. Maintenant, il y a un débat sur la manière dont nous gérons cette question-là. Depuis 5 ans, nous voyons que notre pays, jour après jour, mois après mois, graduellement, rentre dans une situation de chaos. 3000 morts, plus d'1 million de déplacés internes. Ça veut dire des femmes et des hommes de notre pays qui ne sont plus propriétaires et maîtres des lieux qui les ont vus naître et grandir où ils font des activités. Des écoles fermées. Plus de 500 000 élèves qui sont au chômage technique à cause de ça, qui ne vont pas à l'école. Ça pose un problème. Comment est-ce qu'on aborde cette question? La différence entre ceux qui sont là et nous, elle se situe sur 2 plans.
un plan conceptuel sur lequel on ne peut pas avoir des éléments concrets, et puis un aspect très pratique. Une armée et une guerre se gagnent sur la base d'un certain nombre de fondamentaux que tout le monde connaît. La stratégie, l'organisation, l'opérationnel. Tout cela, deux personnes ne font pas la même chose. Par exemple, moi, élu président du Faso, je choisirais différemment le profil des hommes et des femmes qui vont diriger le ministère de la Défense, par exemple, que ce que lui a fait. Moi, je mettrais des gens qui sont spécialistes des questions militaires. Lui, depuis qu'il est au pouvoir, il n'a pas fait ça. Il a mis au ministère de la Défense des gens qui ne sont pas spécialistes de la question. Donc c'est une sorte de compétence. Non, ça c'est un passage, je vous dis. Sur les questions d'organisation, ça c'est des questions internes. Mais là où il y a un point qui me pose problème, madame, et c'est valable pour le Burkina et toute la sous-région, la question que je me pose avec beaucoup de Burkinabés, est-ce que cette question-là, nous pouvons la résoudre militairement et uniquement militairement? Il faut qu'on se pose la question. Est-ce que militairement, on peut vaincre cet ennemi-là, qui est un ennemi sans face ni visage, qui mène une guerre qui n'est pas conventionnelle, qui n'est pas une armée organisée, structurée? Est-ce que militairement, on peut le faire? Ça fait 5 ans que je vois qu'on n'arrive pas, mais je vois aussi à travers le monde que les questions du terrorisme, ce ne sont pas des questions que sur le plan militaire uniquement, on arrive à résoudre. Nous sommes en train d'assister, par exemple, à une attitude assez curieuse de l'armée américaine, qui est la plus puissante du monde, qui s'est mis, après des décennies de combat contre les talibans, à ouvrir des négociations avec eux. Est-ce que nous pouvons nous assurer que uniquement par un traitement militaire, cette question sera résolue? Je commence à avoir des doutes forts. Si tel n'est pas le cas, il faut qu'à côté de l'action militaire, il y ait des alternatives ou des compléments. Le premier complément, c'est la question du développement à long terme. On peut se dire que les jeunes se laissent embrigader pour des questions de pauvreté, de manque d'éducation. Mais ça ne se fait pas en 6 mois. Ça s'est fait sur des années. Mais ça, il faut en prendre en compte. Et le plan d'urgence pour le Sahel que le gouvernement ici a édicté me semble être peut-être une idée allant un peu dans ce sens-là, même si elle n'est pas efficace. Mais il y a d'autres choses. Madame, toutes les guerres, quelles qu'elles soient, se terminent toujours autour d'une table de négociation. D'autant plus qu'on a quand même un problème. Moi, en tout cas, je ne connais pas les revendications de ces gens. Ils veulent quoi exactement? Ils sont qui? Voilà. Qui sont-ils? Mais justement, tant que vous n'établissez pas un contact là, comment pouvez-vous savoir? Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, on ait le courage de briser le tabou et de se dire que peut-être qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de contacts pour qu'on sache. Vous êtes qui et vous voulez quoi? Et vous savez quoi? Je suis persuadé qu'il ne s'agit pas d'un groupe, mais de plusieurs groupes. Et que si cette démarche-là est enclenchée, on va se rendre compte que les aspirations et les revendications ne sont pas les mêmes. Et pour un politicien habile, c'est toujours une aubaine lorsque, en face de lui, il a des opposants ou des adversaires ou des ennemis comme cela qui ne parlent pas le même langage et qui n'ont pas la même vision. On trouvera toujours, comme ça a été le cas au Mali, il y a des accords politiques. Parmi eux, des gens, des femmes et des hommes, qui seraient prêts, sur la base de leur vision et de leurs revendications, à conclure des accords politiques. Et à isoler peut-être ceux qui seront radicaux, ce qui va faciliter la tâche de l'opération militaire. Mais dire jamais on ne va négocier, c'est des phrases que des politiciens prononcent de manière hypocrite. Tous les gouvernements de la sous-région, tout le monde sait, ont des contacts avec ces groupes-là, de manière informelle, ça se sait. Mais je dis, et je comprends bien parce que quand on est au pouvoir et qu'on a tenu un certain nombre de discours, c'est difficile de revenir en arrière. Mais je reviens à ma phrase fondamentale. Madame, je ne suis pas sûr que cette question-là, on va la résoudre uniquement par l'action militaire. Vous pensez vraiment qu'ils ont d'autres revendications que terroriser votre pays? Mais qu'est-ce que vous en savez, vous, justement? Qu'est-ce que vous en savez? Vous savez, la notion de terrorisme, là, il faut faire beaucoup attention. Lorsqu'en 1954, les Algériens ont commencé leur guerre de libération, on les appelait quoi? Des terroristes. Ils posaient des bombes qui tuaient des populations innocentes, notamment blanches. À la France a dit à l'époque, jamais on ne négociera avec les terroristes. Ça finit où? Aux accords d'Évian. Et ceux-là qu'on disait comme terroristes là, ont été accueillis après à Paris à bras ouverts comme des chefs d'État respectueux. Ma dernière question portera sur l'aspect idéologique. On vous a découvert au sein d'un parti social-démocrate dirigé par le président Blaise Compaoré. Depuis, vous vous présentez comme un libéral et votre programme s'appuie sur le Burkinglim, c'est-à-dire l'intégrité très chère à feu Thomas Sankara. Finalement, de ces deux anciens chefs d'État emblématiques du Burkina Faso, quel est celui qui vous inspire? Madame, moi c'est moi et eux c'est eux. Je n'ai pas besoin de me mettre dans le sillage de quelqu'un. Moi j'ai quelque chose que j'apporte à mon peuple sur ce que je sais faire et ce que je pense bon pour le Burkina Faso. Dans ce que vous dites là, vous mélangez deux choses qui ne sont pas tout à fait pareilles. Si vous me permettez de reprendre par séquence, il y a la question de l'idéologie. Je suis un libéral. Ça ne date pas d'aujourd'hui.
ceux qui m'ont connu depuis les bancs de l'université savent que je suis un libéral. Sur le plan politique, parce que je suis pour la liberté d'expression, la pluralité des suffrages, des partis et les compétitions. Donc, un libéral, je suis un adepte de la démocratie libérale. Je le suis aussi sur le plan économique, parce que je pense que le secteur privé doit être le moteur de la croissance, même si l'État a un rôle important à jouer. J'étais membre, c'est vrai, du parti de Blaise Compaoré qui se disait social-démocrate. Mais si vous posez la question aux gens à l'époque, ils vont vous dire qu'il n'y avait pas plus libéral que moi, y compris quand j'étais ministre de l'économie et des finances. Là, nous sommes dans un parti maintenant que nous avons créé avec des camarades et nous réaffirmons cette option-là. Parce que pour nous, le libéralisme l'a remporté sur tous les autres. Et nous sommes contents d'ailleurs, et fiers d'avoir des partenaires dans votre pays, notamment d'avoir ce fut le RDR, maintenant le RHDP, dirigé donc par le président Alassane Ouattara, qui est le patron du réseau libéral africain sur le continent et qui est un de nos grands inspirateurs avec lequel, en tout cas, il y a une très bonne coopération de partis. Ça, c'est pour l'idéologie. Le Burkina Lim, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'idée qu'un pays ne se développe pas s'il renonce à ses fondamentaux historiques et culturels. Ça ramène un peu à... Alors, je fais attention aux termes que je vais utiliser. J'avais voulu dire à l'identité. Mais je ne veux pas que ça ait une connotation négative. Elle n'a rien contre les autres. Je suis habillé dans une tenue que vous connaissez bien, qui est le faso d'Anfani. C'est une des marques, mais il n'y a pas que cela. Il y a des valeurs qui sont, de notre point de vue, intrinsèquement burkinabais. Même chez vous, quand on parle du burkinabé, qu'est-ce qu'on dit? En principe, on dit que c'est d'abord un gros travailleur, on dit qu'il est honnête, il est modeste, il est simple. Ce sont des choses qui, historiquement, nous caractérisent. Il faut qu'on retrouve ça parce que nous sommes en train de les perdre. L'intégrité est une dimension importante. Nous sommes un pays où, en principe et normalement, on ne vole pas et on ne vole pas, on ne dépense pas, on ne vit pas, voilà, on ne flamme pas. J'ai le sentiment que tout ça s'est perdu aujourd'hui. Et que, donc, il y a un retour aux fondamentaux qui est important. Mais plus intéressant et plus fondamental, moi j'observe que même des grands pays, notamment asiatiques, je pense à la Chine et au Japon, ont réussi cette alchimie-là, extraordinaire, de pouvoir se moderniser sans se renier. Le Japon est le pays le plus conservateur que l'on puisse imaginer dans le monde, mais c'est aussi le plus moderne sur le plan technique. Mais nous, les Africains, on a raté le coche. On n'a pas su avoir cet équilibre-là. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Monsieur Zéphrin Diabé, merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à toutes nos questions. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Monsieur le ministre Clémence Ouedraogo, bonjour. Bonjour, Madame Diégué. Vous êtes conseiller spécial du président sortant, Roch-Marc Christian Kaboré, et le premier vice-président du mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP, et le porte-parole du candidat. La campagne électorale a été marquée ces derniers jours par des attaques terroristes obligeant des candidats à suspendre leur activité politique. Dans ce contexte sécuritaire particulier, comment se déroule la campagne de votre candidat ? Je voudrais d'abord déplorer effectivement cet événement qui est survenu en pleine campagne, à un moment où pourtant des dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de cette campagne. Mais comme vous le savez, depuis déjà quelques années, notre pays a un but à cette question, à ces agressions, ces attaques terroristes contre lesquelles nous luttons. Mais je dois dire que ce fait est intervenu. Notre candidat, le président Roch Kaboré, a suspendu sa campagne. Il a été suivi par d'autres candidats qui effectivement ont suspendu leur campagne en solidarité avec vis-à-vis de ces victimes, vis-à-vis de leurs familles. Mais c'est un fait qui est intervenu tout de même dans la campagne de manière isolée, parce que la campagne a quand même bien démarré et elle se déroule, on peut le dire, sur des chapeaux de roue tout de même. Alors, longtemps épargné par les groupes armés, le Burkina fait désormais partie des guerres sahéliennes. Selon le Conseil constitutionnel, plus de 17% du territoire ne pourra pas participer aux élections du fait du terrorisme. Comment expliquez-vous la détérioration de la situation sécuritaire de votre pays ? C'est une situation qui a commencé sous la transition déjà, puisque le premier attentat terroriste a eu lieu à Samoroguan, c'est une localité dans l'ouest du pays, et c'était sous la transition, c'est-à-dire en 2015, en fin 2015.
Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, et là je parle du pouvoir du président Roch Kaboré, avant même d'avoir mis en place un gouvernement, nous avons assisté au premier attentat terroriste en plein cœur de la capitale Ouagadougou. Alors, est-ce un fait de hasard? Bien sûr, les réponses sont diverses. Pour vous, il y a un lien de causalité entre le départ de l'ex-chef de l'État, M. Blaise Compaoré, et l'arrivée de ces attentats terroristes au Burkina Faso? C'est une question assez complexe, parce que la sous-région ouest africaine, en particulier la bande sahélo-saharienne, connaît quand même cette menace, même sous l'ère Compaoré. Et comme vous l'avez d'ailleurs constaté, la Côte d'Ivoire elle-même n'a pas été épargnée. Donc, il y a comme des velléités d'assiéger la sous-région. Dans ce cadre-là, même avec la continuation de l'ancien régime, on ne peut pas affirmer qu'il n'y aurait rien eu du tout. D'autant plus que l'ancien président lui-même, Blaise Compaoré, avait créé une unité antiterroriste, ce qui veut dire qu'on anticipait sur cette éventualité. Maintenant, est-ce que le fait qu'il y ait eu cette dégradation au moment où un autre régime arrive est lié au fait qu'il y ait eu un passage de témoins? Alors, nous constatons que c'est les terroristes eux-mêmes, quand ils ont mené des attentats qu'ils ont revendiqués, ont fait mention du changement de régime. Donc, tout de même, on ne peut pas dire non plus qu'il n'y a aucun lien de cause à effet. Mais est-ce que la dissolution de l'unité des forces spéciales appelée Régiment de sécurité présidentielle, RSP, n'a pas cassé un maillon essentiel dans le système sécuritaire burkinabé? Écoutez, la dislocation du régiment de sécurité présidentielle est un élément de la déconfiture de l'armée burkinabé. Parce qu'il vous souviendra que dans les années 2011, déjà il y avait eu des mutineries qui ont fait que l'ancien régime était obligé pratiquement de retirer à toutes les autres sections de l'armée les armes. Et donc, on peut dire que l'essentiel de l'armement était concentré entre les mains du régiment de sécurité présidentielle RSP, qui lui-même s'est permis d'opérer un coup d'État sous la transition. Alors évidemment, avec cet acte qui a été posé, on se rappelle très bien ce qui s'est passé, le peuple s'est mis debout, les institutions internationales, sous-régionales ont dit pas question, plus de coup d'État ici, et naturellement, on a mis en déroute ce coup d'État. Et le régiment de sécurité présidentielle lui-même a donc été aussi disloqué. Donc, le reste de l'armée n'avait plus les armes, et le RSB qui avait les armes est disloqué. Voilà pourquoi le pays s'est retrouvé sans armée pratiquement pour se défendre quand les terroristes se sont mis à attaquer. Alors, c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas rendre Roch Kaboré responsable de cette situation, parce que tout ça s'est passé avant lui. Alors, le chef de file de l'opposition burkinabé, Zéphérin Diabré, nous a affirmé que pour mettre fin à cette crise sécuritaire, il serait prêt, s'il est élu président bien sûr de la République du Burkina Faso, à négocier avec les terroristes. Comment cela vous interpelle? Si d'aventure il était élu président, il se rendra compte que c'est inopérant, tout simplement. Parce que négocier veut dire être capable, pouvoir s'asseoir autour d'une table avec un vis-à-vis, avec qui on peut discuter de l'objet d'un objet précis et en venir à négocier en quelque sorte une entente sur la base de concessions que l'on peut faire de part et d'autre. On négocie avec des groupes rebelles. C'est clair, c'est de notoriété publique. Mais négocier avec des terroristes est une autre affaire. Quels sont les intérêts de ces groupes-là? Quelles sont leurs intentions? Parce qu'ils n'avancent pas de prétentions territoriales qu'on peut discuter. Ils n'avancent pas de revendications matérielles ou financières qu'on peut discuter. Vous constatez qu'ils vous attaquent. Ils vous demandent de ne plus enseigner le français. Est-ce que c'est négociable ces questions-là? Est-ce que donc, en contrepartie, vous les cédez une portion de votre territoire pour les contenter? Est-ce que vous changez l'enseignement pour les contenter?
est-ce que vous leur donnez de l'argent? Si cela suffisait, hein, je pense que les puissances, les grandes puissances qui sont attaquées paieraient pour que ça finisse. Ou alors, vous leur permettez d'utiliser votre pays, comme c'était le cas avant, comme base arrière. Et comme vous êtes alors leurs enfants chouchous, ils vous laisseront en paix, tout en sachant qu'ils vous utilisent, vous, État voyou, pour attaquer maintenant les autres. Alors, les attentes de la population étaient nombreuses avec l'élection du candidat sortant au premier tour, avec plus de 53% des voix en 2015. 5 ans après, est-ce que le bilan du candidat ROC Marc-Christian Kaboré parle pour lui, notamment sur le plan économique et social? C'est un bilan incontestablement positif. Alors moi, que moi je le dise, me paraît tout à fait normal, dans l'ordre normal des choses, mais vous verrez que même en sondant au sein de la société burkinabé, on vous dira si avec ce que le président a subi comme agression, attaque, comme désordre, dans ces 5 ans, il a pu faire ses réalisations. Si on avait évolué en temps de paix, vraiment, on serait déjà dans les merveilles. Pourquoi? Parce que le plan national de développement économique et social qui a été déroulé sur le quinquennat et dont l'incidence était de l'ordre de 15 000 milliards de francs CFA, a quand même pu être exécuté à plus de 75%. Et ça, ce n'est pas des indicateurs que nous fabriquons tout seuls, c'est des indicateurs qui sont établis en rapport avec les partenaires techniques et financiers qui, eux, je pense, ne se feront pas dicter de faux chiffres. Et avec donc ce taux d'exécution, il faut avouer qu'il y a eu donc un gros effort qui a été fait. Et nonobstant donc les questions sécuritaires, la fronde sociale, comme je vous expliquais, il fallait satisfaire toutes ces questions, faire la guerre et bien sûr faire face à la Covid-19 qui s'est invitée aussi vers la fin du régime, du quinquennat, je veux dire. Alors, avec tout ça, aujourd'hui, les Burkinabés voient que des goudrons, de nouvelles voies bitumées poussent comme des champions dans notre pays. Des pistes rurales, on en fait. Et des adductions d'eau ont été multipliées. Dans le domaine de la santé, on a réalisé de très nombreux centres de santé primaires par centaines, des collèges d'enseignement par centaines. Et on a même crevé les prévisions sur certains domaines. Alors à propos de l'ex-chef de l'État, Blaise Compaoré, en exil en Côte d'Ivoire depuis sa chute en 2014, ROC Marc Kaboré a affirmé récemment, je le cite, qu'il est un ancien chef d'État et qu'il faudra travailler à son retour dans le respect de son rang. Que doit-on entendre exactement? S'il est élu, et il va travailler à ce que dans le premier semestre de l'année, la question de la réconciliation nationale trouve une solution. De quoi s'agit-il? Pour nous, il s'agit de faire en sorte que, à travers de larges concertations au sein des couches de la société burkinabé, près de toutes les personnes qui comptent, qui doivent mettre leur voix, société civile, religieux, coutumiers, etc., que l'on puisse trouver un schéma, un modus vivendi pour recréer une ambiance sociale, politique, favorable au développement, favorable à la paix des cœurs dans tous les sens, à la cohésion sociale, à l'unité nationale, de sorte que nous puissions mettre désormais le cap sur les questions de développement du pays. Et dans ce sens-là, il inscrit la question de certains exilés qui n'ont pas été exilés par nous. Ce n'est pas le régime de ROC Kaboré qui les a mis dehors, non, ça on le sait bien. Mais c'est des vicissitudes de l'histoire, c'est les tumultes de l'histoire récente qui ont donné lieu à cette situation. Et ils n'ont d'ailleurs pas été chassés même en son temps, ils sont partis d'eux-mêmes dans des conditions, acceptons-le, qui étaient troubles. Donc, sur la question de Blaise Compaoré, comme sur d'autres questions, eh bien, nous pensons que s'il souhaite rentrer, il doit pouvoir rentrer. Mais il est chef d'État, il est ancien chef d'État. Chez nous, il y a un certain nombre
dispositions, même légales, qui existent, qui accordent aux anciens chefs d'État des privilèges. Mais je voudrais juste rappeler le mandat émis contre lui en 2016 dans le cadre du dossier de l'assassinat en octobre 1987 de Thomas Sankara. Ce mandat court toujours? Oui, je pense. Et c'est la justice qui a émis ce mandat. Et naturellement, la justice étant indépendante, va continuer à traiter le dossier comme il se doit. C'est pourquoi, justement, la question de la réconciliation nationale chez nous ne peut pas être complètement séparée de la question de la justice. Parce que la justice, on ne l'arrête pas pour faire la réconciliation. Nous travaillons sur le principe, ce que nous appelons le triptyque, vérité, justice, réconciliation. Ce qui veut dire qu'il faut arriver à se dire la vérité. Il faut que la réconciliation elle soit sincère. Quand certains en parlent, on voit qu'ils veulent survoler les problèmes réels pour juste créer des conditions favorables au retour de Blaise Compaoré ou d'autres personnes. On ne peut pas outrepasser les questions de fond qui justement expliquent pourquoi ils sont partis. Vous voyez? Alors c'est pourquoi nous disons, et le président Roch Kaboré insiste pour dire, tout cela se fera dans le respect aussi de ce principe, vérité, justice, réconciliation. C'est pourquoi ceux qui disent il faut déjà faire venir Blaise Compaoré et Zida et d'autres, et après on va voir comment on se réunit pour voir comment régler la réconciliation. Ils ont tort de dire ça. Parce qu'il faut d'abord créer les conditions pour que ce retour soit acceptable et accepté. Vous voyez? Monsieur le ministre, merci de nous avoir reçus, d'avoir répondu à toutes nos questions en tant que porte-parole du candidat, le président sortant Roch-Christian Kaboré du MPP. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les candidats et représentants de nous avoir reçus. Un grand merci à la radiodiffusion télévision du Burkina, la RTB, et tout particulièrement à son directeur général, M. Pascal Thiombano, au directeur commercial et du marketing, M. Mamadou Dembélé, et au chef de service technique, Cyprien Nanema, pour leur esprit de confraternité. Merci à mes confrères Ousmane Paré et Paul Miki Rwamba d'avoir pris part à un débat disponible sur RTI Info. Merci à mon aîné Fernand Dédé. Et enfin, merci infiniment au peuple burkinabé pour son accueil. Bonne suite des programmes sur RTI 1 et rendez-vous samedi prochain.